Ils ont lancé les frappes, ils ont tué le guide suprême, ils ont coulé des navires, et 24 heures plus tard, Trump envoyait discrètement des émissaires pour demander un cessez-le-feu. L'Iran a lu le message, et ils ont ri. Je suis analyste en géopolitique. Je suis les relations américano-iraniennes depuis plus de 15 ans. Et ce que je vois se dérouler en ce moment même, c'est l'un des calculs stratégiques les plus mal calibrés de l'histoire récente de la politique étrangère américaine. Ce soir, on va tout décortiquer. Les frappes, la riposte, l'appel au cessez-le-feu rejeté avec mépris. Et surtout, ce que personne dans les grands médias ne veut vraiment vous dire, comment en est-on arrivé là et où est-ce que ça nous mène? Parce que ce n'est pas juste une histoire de missiles et de diplomatie ratée. C'est l'histoire d'un président qui a allumé un incendie en pensant pouvoir l'éteindre avec un verre d'eau. Commençons par les faits bruts. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lançaient conjointement l'opération Epic Fury contre l'Iran. Pas des frappes ciblées, pas une démonstration de force symbolique, une offensive totale multidomaine coordonnée avec une précision chirurgicale sur plus de 2000 cibles en moins de 48 heures. Des installations nucléaires, des bases de missiles balistiques, des complexes navals, des centres de commandement stratégiques. Et parmi les victimes, Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, tué dans une frappe sur un centre de commandement à Téhéran. Les médias d'État iraniens l'ont confirmé le 1er mars. 40 jours de deuil national déclarés et une promesse, la vengeance sera totale. La marine iranienne dans le golfe d'Oman a été décimée. 11 navires coulés ou mis hors de combat. La corvette Jamaran, le porte-drone Shahed Baghari. Des images satellitaires diffusées en boucle sur toutes les chaînes du monde. Trump, depuis la Maison-Blanche, a décrit l'opération comme une nécessité absolue. Une action préventive pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Et pour soutenir, je cite, le peuple iranien dans son combat pour renverser son régime malade et sinistre. Les mots étaient forts. La posture était celle d'un homme certain de son fait. Mais voilà ce que les grands titres ont mis du temps à vous montrer clairement. 24 heures après le début des frappes, alors que l'Iran ripostait déjà avec des salves de missiles balistiques sur des bases américaines au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, alors que le Hezbollah lançait des roquettes sur le nord d'Israël, alors que les Houthis au Yémen ciblaient des navires commerciaux en mer Rouge, Trump envoyait des émissaires, par l'intermédiaire de l'Italie, par l'intermédiaire d'un second pays non identifié. Un message simple, cessez-le-feu immédiat, arrêt des hostilités des deux côtés, retour à la table des négociations. C'est la journaliste israélienne Noa Barnea qui a révélé l'information dans le journal Yediot Aharonot le 1er mars. Corroboré dans les heures suivantes par Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, dans une publication sur les réseaux sociaux. Il n'a pas caché sa réponse. Il ne l'a pas formulée avec des mots diplomatiques soigneusement choisis. Il a qualifié la proposition d'absurde. Absurde, c'est le terme qu'un ministre des Affaires étrangères a utilisé pour décrire une offre de paix venue de la première puissance militaire du monde. Ça mérite qu'on s'y arrête, vraiment. Pourquoi l'Iran a-t-il dit non si vite? Et pourquoi avec autant de mépris? Pour répondre à ça, il faut comprendre d'où viennent ces deux pays. L'histoire entre Washington et Téhéran, c'est presque un demi-siècle de blessures accumulées, de trahisons perçues, de rapports de force jamais vraiment résolus. Tout remonte à 1979, la révolution islamique. Des étudiants iraniens qui prennent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran. 52 otages américains retenus pendant 444 jours. Cet événement a fracturé les relations de manière profonde et durable. Il a installé une méfiance mutuelle qui n'a jamais vraiment disparu. Des décennies de sanctions, de conflits par procuration, de guerres de l'ombre menées à travers des milices et des intermédiaires. Les États-Unis soutenant des adversaires de l'Iran. L'Iran finançant et armant des groupes considérés comme terroristes par Washington. Dans les années 2010, l'administration Obama a tenté quelque chose d'ambitieux.
En 2015, le JCPOA, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, a été signé. L'Iran limitait son programme d'enrichissement d'uranium. En échange, les sanctions étaient levées progressivement. C'était fragile, c'était imparfait, mais c'était un cadre. Trump, lors de son premier mandat, s'en est retiré en 2018. Il a appelé ça le pire accord jamais négocié par les États-Unis. Il a rétabli des sanctions sévères. Il a lancé une stratégie de pression maximale pour forcer l'Iran à revenir à la table avec de meilleures concessions. Le résultat ? L'Iran a accéléré son programme nucléaire. Plutôt que de plier, il a enrichi. Les rapports de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont commencé à documenter des niveaux d'enrichissement de l'uranium très largement supérieurs aux besoins civils, des niveaux qui se rapprochent dangereusement du seuil militaire. En 2020, Trump a ordonné la frappe de drone qui a tué le général Qassem Soleimani, l'architecte de l'influence iranienne dans toute la région. L'Iran a riposté avec des missiles sur des bases américaines en Irak. Des soldats ont subi des traumatismes crâniens. La situation a failli dégénérer en guerre ouverte. Elle ne l'a pas fait. Mais la braise est restée là, incandescente, sous la cendre. En 2025, l'Iran était secoué par des troubles intérieurs intenses, des manifestations massives contre un régime autoritaire qui répondait par la répression, des massacres documentés qui ont provoqué une vague de condamnations internationales. Un pays fragilisé de l'intérieur, mais dont le leadership restait arc-bouté sur sa survie idéologique. Début 2026, des pourparlers indirects ont repris à Genève, sous médiation omanaise. Les États-Unis, représentés notamment par le secrétaire d'État Marco Rubio, posaient des conditions non négociables. Arrêt total de l'enrichissement d'uranium. Limitation drastique du programme de missiles balistiques. Fin du soutien aux groupes armés régionaux, Hezbollah, Houthis et autres. L'Iran voulait un allègement des sanctions, la reconnaissance de son rôle régional, une forme de respect institutionnel. Les discussions ont piétiné. Le 26 février, la dernière session s'est terminée sans accord. Rubio a accusé l'Iran d'agir de mauvaise foi, s'appuyant sur des renseignements indiquant que Téhéran accélérait ses activités nucléaires en pleine négociation. 2 jours plus tard, le 28 février, les bombes tombaient. Voici maintenant ce que les données révèlent vraiment sur la logique qui a conduit à cette décision. Selon plusieurs articles parus le 1er mars, dont une analyse détaillée dans le New York Times, les évaluations de renseignements américains indiquaient que le programme nucléaire iranien était bien plus proche de la militarisation que ce qui avait été admis publiquement. L'horloge tournait. Et dans l'entourage de Trump, la conviction s'était installée qu'une action directe était inévitable et qu'attendre ne ferait qu'augmenter le coût final de l'intervention. Mais il y a un autre élément, plus révélateur encore. D'après la journaliste Noah Barnea, dont le reportage a fait l'effet d'une bombe dans les cercles diplomatiques, les États-Unis avaient initialement prévu une campagne courte, 4 à 5 jours. Pas une guerre totale, un signal fort, une démonstration de supériorité militaire suffisamment percutante pour ramener l'Iran à la table de négociation dans une position de faiblesse. L'objectif n'était pas la destruction totale, c'était la contrainte. Le problème, c'est que l'Iran n'a pas joué selon le scénario prévu. La riposte a été immédiate, massive et coordonnée. Des salves de missiles balistiques et de drones ont frappé Al-Udeid au Qatar, l'une des plus grandes bases américaines au Moyen-Orient, des sites au Koweït, des installations en Arabie Saoudite. 4 soldats américains ont été tués au Koweït. Leurs noms ont été rendus publics par le Pentagone. La sergente Emily Rodriguez, le caporal Jamal Thompson, la soldate de première classe Aïcha Patel et le spécialiste Marcus Lee. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des êtres humains, des familles dévastées, des enfants qui n'auront plus de parents, des parents qui n'auront plus d'enfants.
dans un conflit dont des millions d'Américains remettent en ce moment même la nécessité en question. Le Hezbollah a ouvert un second front depuis le Liban. Des roquettes sur le nord d'Israël. Les Houthis au Yémen ont ciblé des navires commerciaux en mer Rouge, paralysant une artère économique mondiale. Des installations énergétiques dans les États du Golfe ont également été visées. L'incendie que Trump pensait pouvoir contenir s'était transformé en feu de forêt régional. Et c'est dans ce contexte précis, moins de 24 heures après le début d'un conflit qui prenait une tournure clairement non anticipée, que l'offre de cessez-le-feu a été transmise. Réfléchissons une seconde à ce que ce timing signifie. Si vous lancez une offensive militaire d'une telle ampleur, si vous planifiez pendant des semaines ou des mois une action de cette magnitude, et que vous cherchez à en sortir moins de 24 heures après en envoyant des émissaires discrets par des canaux italiens, c'est que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Soit la riposte iranienne a dépassé les projections les plus pessimistes, soit la pression politique intérieure s'est faite sentir immédiatement et brutalement, soit les deux, probablement les deux. Un sondage Reuters-Ipsos, publié le 1er mars, montrait que seulement 25% des Américains soutenaient les frappes. 25%. Dans un pays qui, quelques heures plus tôt, venait d'apprendre que son président avait déclenché la plus grande offensive militaire américaine au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Les prix du pétrole ont bondi de 8% en une journée. Le Brent a atteint $90 le baril. Les craintes d'une fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial, ont fait trembler les marchés. Les compagnies aériennes ont commencé à dérouter leurs vols. Le trafic maritime s'est pratiquement arrêté dans certaines zones. Dans certains États américains, le prix de l'essence a grimpé à $4,50 le gallon. À l'approche des élections de mi-mandat de novembre 2026, ce n'est pas le tableau dont une administration a besoin. Voilà pourquoi les émissaires ont été dépêchés si vite. Maintenant, pourquoi l'Iran a refusé et pourquoi ce refus était presque inévitable. La mort de Khamenei a changé les paramètres politiques iraniens d'une façon que Washington semble avoir sous-estimée. Dans tout système politique, même autoritaire, la mort d'un leader fondateur dans une attaque étrangère ne crée pas un vacuum de pouvoir propice aux concessions. Elle crée exactement l'inverse. Elle galvanise. Elle unifie sous la bannière du martyre et de la vengeance. Le conseil dirigeant qui a pris le relais, composé du président Massoud Pezeshkian et du chef du pouvoir judiciaire, a juré publiquement de poursuivre le combat. Ce n'était pas de la rhétorique vide, c'était une nécessité politique interne. Accepter un cessez-le-feu proposé par celui qui venait de tuer votre guide suprême, c'est se suicider politiquement. Et l'Iran dispose des moyens de tenir. L'arsenal de missiles iranien est estimé à plusieurs milliers de projectiles, de types et de portées variées. La doctrine militaire iranienne ne repose pas sur une confrontation conventionnelle symétrique avec les États-Unis. Elle repose sur la guerre asymétrique, sur la capacité à frapper là où ça fait mal, pas là où les forces américaines sont les plus fortes. Base régionale. Infrastructure pétrolière des alliés du Golfe, route commerciale maritime. Un député iranien l'avait dit clairement aux médias d'État avant même le début des frappes. Toute attaque coûterait la vie à 3 ou 4 000 Américains. C'est un avertissement que l'administration Trump semble avoir écarté ou sous-estimé. Les conséquences économiques s'étendent déjà bien au-delà du Moyen-Orient. Le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, qui abritent tous des bases militaires américaines importantes, ont subi de plein fouet les frappes iraniennes. Ces pays, qui ont jusqu'ici été des alliés pragmatiques de Washington, font maintenant pression pour une désescalade. Selon des sources proches de ces gouvernements, plusieurs d'entre eux ont contacté le président russe Vladimir Poutine, qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat le 2 mars. La Russie et la Chine, deux puissances qui n'ont aucun intérêt à voir les États-Unis stabiliser le Moyen-Orient selon leurs conditions, appellent officiellement à la retenue.
Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a réitéré l'appel de Pékin au dialogue. Ce sont des positions de façade, mais elles compliquent la communication diplomatique américaine à un moment où Washington cherche précisément des relais internationaux. En Turquie, le président Erdogan a qualifié les actions américaines d'irresponsables. En Allemagne, le chancelier Merz a appelé au retour à la diplomatie. L'isolement diplomatique de Washington dans cette séquence est réel et documenté. Sur le plan militaire, la situation pose des questions de durabilité que les analystes commencent à formuler ouvertement. Le Pentagone a annoncé le déploiement de forces supplémentaires dans la région. Mais une analyse du Washington Post a mis en lumière une réalité budgétaire inconfortable. Chaque missile intercepteur Patriot coûte environ 4 millions de dollars. Les drones iraniens utilisés comme vecteurs d'attaque coûtent une fraction de ça. Cette asymétrie de coûts, si le conflit se prolonge sur des semaines ou des mois, pèse structurellement sur la capacité américaine à maintenir une défense active sans épuiser des stocks de munitions déjà sous tension. Le général Dan Kane, chef d'état-major interarmé, a confirmé que les frappes initiales avaient permis d'obtenir la supériorité aérienne sur l'Iran. Mais la supériorité aérienne ne neutralise pas les missiles balistiques tirés depuis des silos enterrés. Elle ne stoppe pas les attaques de drones en essaim. Elle ne ferme pas le détroit d'Ormuz. Suzanne Maloney, de la Brookings Institution, une des chercheuses les plus respectées sur les questions iraniennes, a résumé la situation avec une formule qui devrait être affichée dans toutes les salles de réunion de l'administration. Tuer Khamenei ne fait pas s'effondrer le système, ça le renforce. Elle cite l'exemple de l'Irak en 2003. On a renversé Saddam Hussein, on a décapité l'appareil d'État et on a obtenu 20 ans d'instabilité régionale, l'émergence de l'État islamique et un Irak qui aujourd'hui penche structurellement vers l'Iran. L'histoire a une mémoire, les décideurs politiques parfois moins. Revenons au moment qui définit cette séquence. Le moment que vous devez retenir. Trump a déclenché la plus grande offensive militaire américaine au Moyen-Orient depuis une génération. En moins de 24 heures, face à une riposte iranienne d'une intensité non anticipée, il a envoyé des émissaires en coulisses pour demander l'arrêt des combats. L'Iran a lu la proposition. Et le ministre des Affaires étrangères iranien a répondu publiquement sur les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse voir la réponse, en qualifiant l'offre d'absurde. Pensez à ce que ce mot signifie dans la bouche d'un diplomate. Dans le langage feutré de la diplomatie internationale, absurde, c'est l'équivalent d'un éclat de rire au visage. Ce n'est pas juste une humiliation diplomatique, c'est un signal envoyé à l'ensemble de la communauté internationale. L'Iran ne négocie pas avec un adversaire qui a tiré le premier et qui cherche ensuite à limiter les dégâts depuis une position de faiblesse non assumée. C'est aussi un signal interne en Iran. Un message envoyé à une population en deuil de son guide suprême, nous ne plions pas, nous ne plierons pas. Dans une interview accordée à The Atlantic le 1er mars, Trump lui-même a déclaré qu'il était ouvert au dialogue, que l'Iran voulait parler et qu'il y avait consenti. Des mots qui sonnent étrangement creux quand on les lit dans le contexte d'une riposte iranienne qui se poursuit, de nouvelles frappes documentées au Koweït et d'un refus public cinglant. Regardons maintenant les scénarios qui se dessinent à partir de ce point. Premier scénario, l'escalade contrôlée. Les deux parties continuent de frapper, mais maintiennent une forme de plafond implicite pour éviter une guerre totale à grande échelle. Les États-Unis tiennent leur position régionale via des frappes ponctuelles. L'Iran continue la guerre asymétrique en ciblant les coûts économiques et humains pour Washington. Ce scénario est long, coûteux et politiquement toxique pour une administration qui approche des mi-mandats. Deuxième scénario, la médiation internationale réussit.
La Russie, la Chine, les pays du Golfe qui subissent les contre-coups et des acteurs européens parviennent à construire un cadre qui permette à l'Iran de négocier sans paraître capituler et à Trump de présenter un accord comme une victoire. Ce scénario est possible mais requiert des concessions importantes des deux côtés et surtout du temps, une denrée rare dans un cycle politique américain. Troisième scénario, l'escalade incontrôlée. Une frappe iranienne de trop meurtrière, trop humiliante, force une réponse américaine massive. Des acteurs tiers entrent dans le conflit. La Russie active ses leviers régionaux. La Chine intervient économiquement. Le détroit d'Ormuz se ferme. Ce scénario est celui que tout le monde veut éviter et que personne ne peut exclure. Quatrième scénario, un effondrement interne en Iran. Les troubles intérieurs déjà présents en 2025 se transforment, sous la pression des frappes et de la désorganisation du régime, en un mouvement révolutionnaire suffisamment puissant pour forcer une transition politique. C'est le scénario que Trump semble avoir envisagé en parlant de soutenir le peuple iranien. C'est aussi le plus incertain, le plus long et le plus dangereux à planifier depuis l'extérieur. L'histoire nous enseigne que les révolutions se font de l'intérieur. Elles ne se commandent pas depuis la Maison-Blanche. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à un point d'inflexion. Sur le plan humain, le bilan à ce stade est déjà lourd. Plus de 555 civils et militaires iraniens tués selon les estimations de l'Associated Press, dont des enfants. 11 victimes israéliennes dues aux missiles iraniens. 4 soldats américains tués au Koweït. Des milliers de familles marquées à vie par des décisions prises dans des salles de réunion à des milliers de kilomètres d'elles. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ce sont des vies. Et derrière chaque vie, des histoires, des projets, des amours, des enfants qui grandissent ou qui n'auront plus la chance de le faire. Sur le plan politique intérieur américain, les fissures sont visibles et profondes. Les démocrates, avec le président de la Chambre Hakeem Jeffries en tête, exigent un vote du Congrès sur les pouvoirs de guerre, accusant Trump d'avoir engagé le pays dans un conflit armé majeur sans consultation du législatif. Même dans les rangs républicains, des voix comme celle du sénateur Rand Paul s'élèvent pour mettre en garde contre une nouvelle guerre interminable au Moyen-Orient. L'opinion publique américaine, à 25% de soutien aux frappes selon Reuters Ipsos, envoie un signal clair que la base électorale n'est pas au diapason d'une aventure militaire prolongée. Ce que cet épisode révèle sur quelque chose de bien plus grand que l'Iran et les États-Unis, c'est la limite fondamentale de la force comme outil politique. La puissance militaire peut détruire des installations, elle peut tuer des leaders, elle peut décimer des flottes. Mais elle ne peut pas forcer un adversaire déterminé et disposant de suffisamment de levier à négocier selon vos conditions dans les 24 heures qui suivent le premier tir. Le refus iranien de l'offre de cessez-le-feu n'est pas une anomalie diplomatique. C'est la réponse logique d'un acteur qui a calculé que la douleur infligée lui coûte moins cher que la capitulation. Ce conflit nous parle de la fragilité de la sécurité mondiale en 2026. Il nous parle du poids des histoires non résolues entre nations. Il nous parle de ce qui arrive quand la confiance en soi d'un décideur dépasse l'analyse froide des conséquences probables. Et il nous parle aussi de courage. Pas du courage des frappes, du courage qu'il faudra pour construire une sortie qui préserve des vies plutôt que des réputations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous faites partie de ceux qui refusent de se contenter des titres. Vous voulez comprendre. Vraiment comprendre, pas juste réagir. Alors voici ma question pour vous. Est-ce que Trump a sous-estimé l'Iran par excès de confiance, par mauvaise analyse du renseignement ou par calcul politique intérieur qui a mal tourné? Laissez votre réponse en commentaire. Parce que la vérité se trouve peut-être quelque part entre ces trois réponses. Et ce débat mérite d'avoir lieu maintenant pendant que les décisions se prennent encore.